Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'AES et de la CEDEAO. Bassirou Diomaye Faye perçoit une fenêtre d'ouverture pour nouer le dialogue. Nous irons ensuite au Bénin pour parler du Bénin et du Niger. Patrice Talon demande aux autorités nigériennes de prendre leurs responsabilités. Notre troisième sujet concerne le Niger. L'Allemagne conclut un accord intérimaire pour prolonger la présence de ses troupes à Niamey. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale sanctionne les absences. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Maoulolo Samson Aridja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir chers confrères et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir mes co-débatteurs. Bonsoir aux téléspectateurs. À côté de vous, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis, bonsoir chers frères téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Notre troisième invité ce soir, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Bon début de week-end à tout le monde. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Burkina où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est rendu ce jeudi à l'occasion d'une visite qui va l'amener d'abord à Ouaga puis à Bamako où il rencontre les présidents de ces deux pays qui étaient membres ou qui sont membres de la CEDEAO, ça dépend, et qui sont membres surtout de l'AES. On sait que depuis janvier, ces pays ont annoncé leur départ de l'organisation sous-régionale, relevant comme cause plusieurs situations, dont notamment les sanctions de la CEDEAO et le manque de solidarité de cette organisation face à ces pays qui ont connu des moments difficiles qui les ont conduits à des coups d'État. Bassirou Diomaye Faye avait fait de la réconciliation, on peut le dire ainsi, entre la CEDEAO et l'AES, son cheval de bataille, et dans cet élan il s'est rendu dans plusieurs pays de la sous-région. Il est actuellement au Mali, mais bien avant il était à Bamako, à Ouagadougou, excusez-moi, où il a rencontré le capitaine Ibrahim Traoré pour discuter de la situation. Il a annoncé qu'il s'est rendu compte que chaque bord est resté figé sur sa position, mais il perçoit quand même une fenêtre d'ouverture pour nouer le dialogue, puisque on a fermé les portes, mais on n'a pas encore fermé les portes et baissé les rideaux, et donc tout est encore possible. Je commence par vous, Eric. Le président sénégalais voit, malgré la situation, une lueur d'espoir pour reprendre le dialogue entre l'AES et la CEDEAO. Alors, je dirais que personnellement, j'ai constaté qu'il n'y a jamais eu de fermeture des portes de dialogue avec les 3 pays de l'AES. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Et, excusez-moi le terme, beaucoup de mensonges aussi. Quand les 3 pays qui ont décidé de sortir de la CEDEAO disent que la CEDEAO ne leur apportait aucune aide par rapport à leur situation sécuritaire, je dis extrêmement c'est faux. Parce que selon les documents que nous avons, la CEDEAO a toujours apporté quand même son soutien à ces 3 pays-là. Il parle de soutien militaire comme le font par exemple, comme l'a fait la France, comme le fait aujourd'hui la Russie et comme le fait d'autres pays, comme le font d'autres pays. Oui, il ne faut pas oublier même que les pays de la CEDEAO ont participé quand même à la force onusienne qui était stationnée surtout au Mali. Pour contrer ces djihadistes et terroristes. Et donc, par conséquent, je crois que c'est un appui important. On ne peut pas dire cela car la CEDEAO, par exemple, a eu à apporter des financements de presque 100 milliards de francs CFA à ces pays-là en difficulté. Et donc, je dis aujourd'hui que ces 3 pays-là ont cherché ils ont décidé de sortir de la CEDEAO, mais je pense que cela n'a pas été fait avec beaucoup de méthodes.
je dis pour organiser quand même une institution comme l'AES, il faut véritablement tout planifier. On a pris une décision et aujourd'hui, quand vous regardez un peu, ça patauge véritablement. Est-ce qu'on peut dire que ça patauge parce que la chose semble aller on fait un pas en avant, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on fait 3 pas en avant, on fait 5 pas en arrière. Je pense que ça patauge. Et c'est mon analyse. Et je dis cela parce que aujourd'hui, voyez-vous, il n'y a pas un planning défini pour dire que voilà, de telle période à telle période, voilà ce que nous allons faire et ainsi de suite pour mettre en place toutes les institutions de cette organisation. Maintenant, quand nous parlons de l'AES et de la CEDEAO, je crois que la CEDEAO est quand même un gros marché, un marché de presque 310 millions d'habitants. Et vous imaginez ce que ça représente pour un pays membre de la CEDEAO. Si aujourd'hui les pays du Maghreb tapent à la porte de la CEDEAO, qui pour louer la coopération, signer des accords de coopération et qui pour intégrer carrément la CEDEAO, c'est dire quand même que la CEDEAO est une organisation importante. Regardez un peu ce qui se passe avec le Bénin. On va en parler justement. Si le Niger installe un gazoduc qui quitte le pays pour passer par le Bénin et atteindre la Chine, puisqu'il s'agit d'une société chinoise qui exploite le pétrole nigérien. Mais c'est parce que forcément on a besoin de la CEDEAO pour faire ça. Et donc je crois Bassirou a raison de dire qu'il y a toujours une fenêtre d'ouverture. Et je crois que cela va de l'intérêt des deux entités. Et je crois que autant la CEDEAO a besoin de l'AES, autant l'AES a besoin de la CEDEAO. Mais je crois que vers la fin, tout va rentrer en l'ordre et que la CEDEAO retrouvera quand même toute sa plénitude. Alors, Samson, Bassirou Diomaye Faye a dit qu'on avait fermé les portes du dialogue, mais les fenêtres sont restées ouvertes. On n'a pas encore baissé les rideaux, on n'a pas encore fermé les fenêtres. Du coup, il y a encore une lueur d'espoir à ce que le dialogue puisse être renoué entre la CEDEAO et l'AES. Oui, j'espère pour ma part que Bassirou Diomaye Faye n'a pas été victime d'un biais de confirmation. J'espère qu'il n'a pas compris ce qu'il voulait comprendre. Parce qu'on s'en souvient qu'il y a cela quelques semaines, ou quelques mois plus tôt, le président de la transition burkinabé avait déclaré à Alain Foka que pour eux, la CEDEAO c'était fini, c'était du passé, il n'y avait pas question de retour en arrière. Et je pense que quand on voit les récents développements, quand on voit par exemple les transitions qui sont prolongées, au-delà des règles qu'autorise la CEDEAO par exemple, quand on voit un peu les démarches qui sont faites pour formaliser la constitution de l'AES, je doute fort qu'il y ait un retour en arrière. Par contre, on pourrait discuter pour établir des liens de collaboration mutuels entre l'AES comme un bloc d'un côté et la CEDEAO comme un bloc de l'autre, parce que le commerce quand même doit pouvoir traverser les frontières. Pour la petite histoire, le pétrole qui a finalement quitté le Bénin a été vendu à qui? A été vendu par les Chinois à une raffinerie qui se trouve en France finalement. Et ça, le Niger a clairement dit que ça n'était pas leur affaire au fait. Eux, ils voulaient de l'argent, ils ont pu avoir leur argent, ils vont faire ce qu'ils peuvent avec cet argent-là. Donc c'est ce qui est important de dire dans ça. Maintenant, ce qu'il faudrait aussi soulever, c'est que les militaires qui ont pris les pouvoirs dans ces pays ont réagi par colère parce que la CEDEAO, même si elle a apporté des soutiens financiers, matériels de plusieurs natures, n'a pas apporter du soutien militaire véritable à ces pays. On parle de la MINUSMA, mais la MINUSMA c'était plus une force de maintien de la paix qui était là pour s'assurer que l'accord qui liait les rebelles du Nord et le gouvernement à Bamako
puissent être respectés et que ces deux camps n'entrent plus en conflit. Les militaires ne sont pas descendus vraiment sur le terrain pour combattre aux côtés des forces maliennes les ennemis qui leur rendaient la vie dure de tous les côtés. Et à côté de ça, il y avait aussi dans beaucoup de pays un marasme institutionnel. Il y a eu l'élection au Niger qui a été acclamée par la communauté internationale, y compris par la CEDEAO. Mais quand vous lisez les rapports, vous vous rendez compte que ce n'était pas aussi rose qu'on voulait nous le faire croire. La CEDEAO est une organisation qui n'est pas arrivée à maturité malheureusement. C'est-à-dire, il y a des tests. Depuis ces années, il y a des tests qui ne sont pas vraiment respectés. Parce que tout à l'heure, si vous quittez ici, vous voulez aller au Ghana, bonjour la galère. Si vous passez par les petites frontières, et les petites frontières, arrivez à ce gars qu'on peut vous allez descendre de la voiture pour devoir soudoyer l'argent avant de passer. Donc, il y a beaucoup de ratés. Et si les tests sont clairs, les tests disent clairement il faut organiser des élections, il faut un transfert pacifique du pouvoir, il faut ci, il faut ça. Par rapport à ça, nous tous nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand un territoire échappe à 60% à l'autorité publique, comme c'était le cas au Burkina Faso lorsque Roch Kaboré s'est fait réélire? Quelle est la valeur d'une élection où 60% de la population n'arrive pas à voter? Quelle est la légitimité qu'un président a dans ces circonstances-là? Je pense que la CEDEAO n'est pas parvenue jusque-là à répondre à ces questions. Et si la CEDEAO veut survivre, moi je ne suis pas pour la mort de la CEDEAO, non, pas du tout. Parce qu'il y a quand même eu des avancées, il y a quand même eu des progrès. Au moins, tu n'as pas besoin de visa pour aller au Nigeria. Même si tu dois soudoyer des gens à la frontière, il ne faudrait pas un visa. Mais quand tu veux quitter le Tchad pour arriver au Cameroun, il faut un visa, il faut justifier. Et pourtant, les deux sont frontaliers. Et sont dans la même communauté. Donc, il y a quand même des avancées assez importantes. Mais il faudrait aussi que l'organisation tende à se restructurer profondément, tende à penser plus au peuple et aussi à ne pas devenir parfois un club de chefs d'État un peu mal élu où chacun protège l'autre. Et on ne commence pas à crier quand finalement quelqu'un se fait renverser parce qu'on craint que peut-être ça donnerait des idées à d'autres personnes qui sont chez nous aussi qui feront la même chose. Non, il faudrait qu'on soit plus sérieux, que la CEDEAO se prenne plus au sérieux et qu'elle pense à ces situations et qu'elle prévoit ces situations et qu'elle apporte des solutions concrètes et réelles à ces situations pour que les populations puissent se retrouver de nouveau dans la CEDEAO. Parce qu'actuellement, ce qui se passe au niveau de l'AES, c'est que la population a majoritairement vomi cette CEDEAO-là. Il faudrait qu'on le dise aussi. Alors, si la population a majoritairement vomi cette CEDEAO, Bassirou a-t-il raison de dire qu'il entrevoit quand même une fenêtre? Oui, Bassirou a parlé comme un bon diplomate. Il n'a jamais dit que ces pays reviendront dans la CEDEAO. Il dit qu'il perçoit des fenêtres de dialogue. Ça pourrait dire qu'on pourra rediscuter et revoir comment collaborer entre les deux entités géopolitiques différentes sur de nouvelles bases. C'est une possibilité. Ces militaires ne sont pas dans une logique de revenir dans la CEDEAO parce que s'ils reviennent dans la CEDEAO, ils feront quoi de leur transition finalement? Parce que moi je vous l'ai dit clairement ici, ils ne sont plus dans une transition vers un transfert de pouvoir aux civils, mais dans une transition vers une confédération. C'est leur agenda actuel. Et actuellement, ils feront quoi? Les 5 ans du président, du capitaine Traoré deviendront quoi dans l'organisation de la CEDEAO? La CEDEAO va tolérer ça finalement? Je ne pense pas. Parce que la CEDEAO ne peut pas trahir ses propres caisses aussi. Ça leur sera imposé. Ça serait un peu compliqué. Mais par contre, on pourra dialoguer pour, par exemple, que les milliers de Nigériens qui sont au Togo ne soient pas obligés dans les mois à venir d'aller prendre un permis de résidence parce que leur pays ne serait plus dans la CEDEAO. Et je pense que sur ces points, chacun des cas a vraiment intérêt à ce qu'un dialogue constructif puisse se mettre en place pour régler ces situations-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Gabin Adjaro, Bassirou Diomaye Faye dit percevoir une fenêtre d'ouverture pour renouer le dialogue entre la CEDEAO et l'AES. C'était la déclaration qu'il a faite à l'issue de sa rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso ce jeudi. Oui, c'est tout à fait normal de percevoir une lueur d'espoir, d'autant plus que c'est un président qui vient d'être nouvellement réélu. On connaît très bien la position de Diomaye Faye quand il était dans l'opposition, avec le mouvement de Sonko, le panafricanisme et autres, l'intégration régionale et autres là. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est de tâter le terrain. N'oublions pas qu'il a fait beaucoup de visites dans la sous-région récemment et même au Ghana, il a parlé de la crise. Il a eu déjà apporté la partie la plus dure de la CEDEAO, qu'est la Côte d'Ivoire, ça va Alassane Ouattara. Il a eu à discuter avec lui. Ensuite, il est allé voir les Doumbouya et autres. Là maintenant, il est en train de rentrer dans l'AES qui constitue aussi la partie la plus dure de ceux-là qui défendent bec et ongle le panafricanisme et autres. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que Diomaye Faye se dit qu'il y a une lueur d'espoir. Il ne peut pas dire quelque chose d'autre parce que nous sommes des frères et sœurs, nous sommes des pays frères et on ne peut que s'associer pour avancer ensemble. Maintenant,
la CEDEAO a commis beaucoup d'erreurs, on le sait très bien, même les règles sacro-saintes au sein de la CEDEAO ne sont pas respectées. Voilà des chefs d'État qui veulent donner des leçons de démocratie aux autres pays, mais qui se font élire 3 fois, 4 fois et autres, là, qui sont au sein de la CEDEAO. La dernière fois, il me semble que Alassane Ouattara a été désigné par son parti comme candidat naturel. Voilà, donc il va faire son 4e mandat, donc c'est assez compliqué de pouvoir donner des leçons de démocratie quand on se situe dans ce genre de situation aujourd'hui. Donc moi, je pense que Diomaye Faye, il est en train de tâter le terrain pour voir réellement les positions de chacun avant de prendre sa décision. Si il voit ou bien il perçoit encore des lueurs d'espoir, bon, c'est de bon ton. On aimerait tous que nos pays s'associent pour qu'on puisse poursuivre le développement sous-régional ensemble, mais si ça s'avère impossible, alors là, ça va être quelque chose d'autre. Moi, j'ai toujours clamé ici qu'il fallait créer une ceinture de lutte antiterroriste dans la sous-région de la CEDEAO, mais certains pays se sont comportés comme si, bon, ça ne les concernait pas, il ne suffit pas de donner de l'argent, mais investir le terrain, c'est ça qui est le plus important aussi. La preuve est que dans la plupart des pays de la sous-région aujourd'hui, on est attaqué par les terroristes. Pratiquement tous les pays sont attaqués par les terroristes. Mais certains se comportent comme si, bon, comme notre pays n'est pas occupé à 60%, 50% par les terroristes, ça ne nous concerne pas. On est là et puis bon vent. Mais les autres, il y a un problème. Et l'autre problème aussi, c'est que il y a un problème d'indépendance de la CEDEAO. C'est ce que les 3 pays de l'AES disent toujours, que les décisions qui sont données par la CEDEAO ou bien les recommandations données par la CEDEAO sont dictées d'ailleurs. Et lors des réunions même de la CEDEAO, on l'a toujours vu, les Français, les Européens, les Occidentaux siègent à ces réunions-là et sont des partenaires. Et cette CEDEAO est financée à 70% par des organisations d'outre-mer. Donc c'est assez compliqué. Même les pays au sein de la CEDEAO, certains pays, la majorité d'ailleurs, ne cotisent plus au sein de la CEDEAO. Donc c'est assez compliqué que le Niger, le Burkina et le Mali, qui sont déjà en conflit avec les pays occidentaux comme la France, retrouvent au sein même de la CEDEAO cette même France-là qui donne des instructions aux pays qui vont alors dicter cette même loi que la France a donnée à ces pays, à l'organisation de l'AES. Et le grand frère Eric venait de dire quelque chose. Bon, l'AES, ça patauge. Moi, je ne trouve pas du tout que l'AES, ça patauge. Ce sont des gens qui se sont bien organisés et qui ont bien mûri leurs réflexions avant de créer cette AES-là. Et ils ont dit... Pour vous, ce n'était pas sur un coup de tête? Non, pas du tout. Ce n'était pas sur un coup de tête. Parce qu'il y avait eu déjà l'idée de fédération et autres, confédération et autres, là, avant même de penser à la création de l'AES. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être mûri. Ça a été bien mûri de longue haleine. Et ensuite... il ne faut pas aussi déclarer ces plans parce qu'ils sont dans une stratégie et il faut faire les choses en sourdine avant de les dévoiler. Quand on a créé l'AES et puis on l'a dévoilé, personne ne s'attendait à ça. Mais ils l'ont fait. Donc je pense que Diomaye Faye a bien fait de percevoir une lueur d'espoir, mais ce serait ce serait illusoire de dire aujourd'hui que bon, ces pays-là vont revenir dans la CEDEAO. On peut maintenir des relations bilatérales agréables à tout le monde, mais revenir encore au sein de la CEDEAO, je pense que c'est carrément impossible. Il faut oui, non, parce que alors rapidement, quelques secondes. Oui, après j'ai un peu mes propos. Je pense que il ne faudrait pas regarder cette situation-là avec autant de passion. Regardez en combien de temps l'AES a été mise en place. Le coup d'État au Niger est arrivé en août 2023. Oui. Déjà en décembre, on me parle de l'AES. Quand est-ce qu'on a pris le temps de mûrir les idées, comme tu le disais? Non, je pense que... Pour vous, c'est allé trop rapidement. Trop rapidement, et je continue par croire que c'est l'idée de l'AES est arrivée lorsque le coup d'État au Mali, au Niger, pardon, est arrivé. Donc les gens se sont dit, ok, maintenant il faut défier quand même la CEDEAO parce que ensemble la CEDEAO nous a imposé des sanctions. Et c'est à cause de ces sanctions-là qu'on se dit, bon, ok, essayons à 3 de voir ce que nous pourrons faire. Mais il n'y a eu aucun planning par rapport à la création de l'institution. Merci beaucoup. J'aimerais quand même réagir un peu. C'est vrai que
confédérations, les fédérations ont souvent beaucoup de chances d'échouer au fait. Ça, l'histoire nous l'a appris. Mais il faut dire que dans le cas des pays, le Mali, le Burkina et le Niger, il y a eu un élément déclencheur, certes, mais ce n'est pas sur un coup de tête. Parce que, historiquement, ces pays ont un grand avantage, c'est que quand on voyait la carte de cette partie de l'Afrique, c'est l'ancien empire Songhai, c'est une partie de l'ancien empire du Malais, c'est l'ancien empire Bambara. Donc du coup, même quand vous écoutez le discours de Tiani, quand il s'insurgeait contre les actions de la CEDEAO, il a cité Soni Alibert, il a cité Idriss Katagarmabé, il a cité beaucoup de noms, beaucoup de grandes figures qui ont contrôlé cette région-là pendant des siècles, en fait. L'empire Songhai, c'était depuis Tombouctou jusqu'au nord du Nigeria. Parce que la maman de Soni Alibert était Aoussa et son papa était Songhai. Donc, du coup, ils ont un avantage. C'est qu'il y a déjà eu des États qui ont préexisté sur des territoires aussi vastes et qui ont duré plus longtemps que nos États actuels. Voilà. Donc, ils peuvent capitaliser sur l'histoire pour avancer. Et je pense que c'est ce qu'ils font actuellement. Donc, il y a des centres de réussite. Des centres de réussite très importants. En la réussite de la manière. Non, je peux dire qu'il y a des chances. Il y a des chances de réussite. Il y a des dissensions aujourd'hui et les gens ont pris les armes contre le même peuple. Oui. Et il faut et je l'ai dit, et il faut se poser une question. Pourquoi ces empires ont duré si longtemps sans qu'il y ait les mêmes velléités de sécession, de guerre et tout ça? Et pourquoi aujourd'hui avec le modèle d'État-nation, tous ces conflits ont ressurgi? La réflexion doit être plus profonde alors. Merci beaucoup. À vous, malheureusement, le temps est parti pour ce sujet est épuisé. Nous allons marquer une première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission.